Le plaisir est nôtre de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Ouvrons ce journal par un questionnement. Quelle solution pour parler au problème de pénurie de carburant en République démocratique du Congo? En tout cas, cette question a été déchiffrée par l'ancien vice-premier ministre de l'énergie, Prince Willy Mishiki, d'indiquer qu'il faudrait raffiner notre pétrole ici au pays. Il a dit à Gisèle Olive Etoko et Bobo Nzamba. En sa qualité d'ancien vice-ministre de l'énergie, Prince Willy Mishiki parle de solutions pour mettre fin à la problématique de la pénurie de carburant en RDC, notamment raffiner notre pétrole ici au pays. À l'époque, dans les années, il y a plus de 15 ans, on pouvait seulement avec quelque chose comme 2 millions de dollars monter une raffinerie qui devrait même être achetée en Afrique du Sud. Les lots, j'ai refait les calculs, ça fait 3 millions à peu près de dollars. Donc avec 3 millions de dollars, on peut monter une raffinerie à Mwanda pour raffiner notre pétrole et l'utiliser ici au Congo. Parce que maintenant, ce qui nous coûte cher, c'est quoi? Généralement, quand même, on importe les produits pétroliers, on importe les produits bruts et on les raffine, ça coûte moins cher. Mais nous, on importe les produits légers qui nous coûtent excessivement 2 fois plus cher que le pétrole brut. Moi, ça m'énerve, sincèrement. Je suis de l'Union sacrée, ça m'énerve. Je le disais même à l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila. On continue toujours à appliquer des mauvaises politiques. La politique d'hypocrisie. Pourquoi l'État congolais, les gouvernements en particulier, ne peut pas appliquer la vraie politique des prix à la pompe? Aujourd'hui, la parafiscalité est prise en charge par l'État. 100%. C'est beaucoup d'argent. Vous vous rendez compte, tous ces petits diplomates ici, qui touchent des devises, beaucoup d'argent, tous ces petits Indiens, Chinois, Libanais, qui sont là pour piller les pays, l'État congolais prend en charge leur consommation de carburant. Alors que si on mettait le vrai prix à la pompe, on payerait le vrai prix, et ce vrai prix-là permettrait, lorsque l'État va récolter, par la fiscalité, et qu'on permettrait à améliorer les conditions de vie des Congolais, puisque l'État ne vit que des taxes. Mais ces taxes-là, l'État sacrifie. Les lots au prix frontière est comme à presque 3 fois plus. Si le marché international, ce n'est pas nous. Vous savez que le plus grand producteur du pétrole au monde, ce n'est pas l'Arabie Saoudite, c'est la Russie. Et lorsqu'on fait embargo à la Russie, nous qui dépendons de nos importations de produits pétroliers viennent de pays occidentaux. Toutes ces compagnies avec lesquelles nous travaillons aussi, Total, Shell, Engen, sont des compagnies occidentales. Bon, lorsqu'elles font embargo, elles-mêmes d'abord s'approvisionnent. Donc nous sommes victimes collatérales de cette affaire. Donc, le plus grand producteur de céréales au monde, c'est l'Ukraine et la Russie. Ça nous frappe. Et puis la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, s'est entretenue mardi avec les forces vives du secteur environnemental sur différentes questions liées à son secteur. Eve Bazaïba d'annoncer la suspension de tous les contrats indexés par les rapports d'audit de l'IGF qui accablent la gouvernance forestière en République démocratique du Congo de 2014 à 2020. Un reportage de Doudou Montiri rendu par Gisèle Olive Etoko. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, s'est entretenue ce mardi 12 avril 2022 avec les forces vives environnementales dans le cadre d'échanges sur différentes questions liées à son secteur. Devant les organisations non gouvernementales nationales, les médias, les jeunes et les partis verts du secteur de l'environnement, F. Bazaïba Massoudi a planché sur 4 points dans sa communication qui s'est inscrit dans le cadre d'un échange coïncident avec
avec l'an 1 du gouvernement Samalou Kondé. De la gouvernance forestière en passant par l'organisation en RDC, les travaux préparatoires de la 27e conférence des partis sur le changement climatique, la nouvelle donne du crédit carbone et la problématique de l'assainissement, la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, s'est voulue plus transparente dans l'exercice de ses responsabilités. Moi, j'aimerais que nous soyons des véritables alliés au niveau de la société civile. Non seulement pour rendre ces messages en boule de neige, mais aussi pour me donner vos inputs. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que je peux déployer les inspecteurs sur terrain. Mais vous êtes les meilleurs inspecteurs qui puissent exister. Parce que vous allez le faire de manière désintéressée. Et c'est votre vocation. Moi-même, je viens de la société civile. J'espère que les choses n'ont pas certainement changé. C'est une vocation. Ce sont des associations sans but lucratif. C'est une vocation, c'est un engagement. Vous êtes des protecteurs de la nature. Donc, les inspecteurs sont inspecteurs parce qu'ils sont rémunérés. Si j'ai des problèmes de rémunération, on l'envoie sur le terrain. Il peut se faire corrompre facilement. Je suis encore en train d'émettre les réserves, en tout cas pour la société civile, vous avez la présomption de l'innocence d'être corrompu. J'espère que je ne me trompe pas. Alors, au niveau de l'administration, je n'accuse pas mon administration, mais je parle d'expérience et je parle du vécu quotidien des jours que nous avons partagés ensemble. Les échanges ont permis d'approfondir, de partager les expériences et d'apporter les contributions nécessaires sur les questions évoquées. Les deux parties ont décidé d'approfondir le point dans un cadre permanent et formel de collaboration et d'échanges sur toutes les questions qui touchent à l'environnement. Parlons santé à présent, c'est ce mercredi 13 avril 2022 que s'est clôturée la réunion politique technique de consultation et de mobilisation en faveur de la lutte contre les VIH-Sida tenue à Nairobi au Kenya. C'est le ministre de la Santé congolais, Dr Jean-Jacques Mbungani, qui a clos ces assises de 3 jours. Reportage. Ces assises de 3 jours ont permis aux participants notamment de faire des analyses objectives et réalistes sur les questions stratégiques ressenties dans leurs circonscriptions respectives en vue d'améliorer les interventions de lutte contre le VIH-Sida. Les participants venus de circonscriptions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que de l'Afrique australe et de l'Est, mais aussi de partenaires au développement, ont pris l'engagement de relever plusieurs défis, à savoir les dépistages et testing de groupes vulnérables, l'optimisation de prestations différenciées dans la prise en charge de PV-VIH, la réduction de barrières et obstacles à l'accès aux services VIH et la prise en charge de différentes formes de violence, le renforcement des systèmes de santé pour qu'ils viennent résilients, l'accroissement des ressources domestiques et la mobilisation des ressources externes à travers un partenariat efficace, l'implication du secteur privé, le renforcement de l'intégration communautaire et l'engagement communautaire dans tous les processus de planification. Dans son mot de clôture, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la République démocratique du Congo, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a félicité les participants et partenaires pour leur engagement et implication à contribuer à l'amélioration des interventions du Fonds mondial du point de vue des qualités, des données et de performances réalisées, et c'est là au profit de la population vulnérable en particulier. C'est avec un intérêt soutenu que je prends la parole cet après-midi à l'occasion de la clôture de consultation de Nairobi qui a connu la participation des circonscriptions de l'Afrique de l'Ouest, du Centre, de l'Afrique australe et de l'Est, ainsi que les partenaires au développement. Durant les 3 jours qui viennent de se passer, vous avez été fortement appelés à travailler avec assiduité et faire des analyses objectives et réalistes sur des questions stratégiques ressenties dans nos circonscriptions pour améliorer les interventions de la lutte contre le VIH-Sida.
Notez par ailleurs que la prochaine réunion est prévue du 24 au 29 avril prochain à Addis Abeba en Éthiopie et ce sera à l'issue de celle-ci que le ministre Jean-Jacques Mbongani prendra officiellement ses fonctions en tant que représentant Afrique du Fonds mondial dans la région Est-L'Ouest pour un mandat de 5 ans. Rappelons que ces assises de 3 jours ont été organisées par le Fonds mondial. Des réactions après la manifestation des étudiants de l'IST Mbandaka ayant occasionné mort d'homme, Robert Koumou, président de Vétérans et Sages de l'IDPS, appelle le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à s'impliquer pour mettre fin au désordre qui sévit dans la province de l'Équateur. Et regardez. Des voix s'élèvent pour fustiger l'incident survenu à Mbandaka. La manifestation des étudiants contre la majoration de frais académiques a occasionné des morts et des blessés. Robert Nkoumou, président de Vétérans et Sages de l'UDPS, appelle à l'implication du chef de l'État pour mettre fin au désordre dans cette province. Ce qui se passe à l'Équateur, c'est horrible. Il y a eu mort d'homme. Mort d'homme, c'est pour cela que je demande à tous les fils et filles de l'Équateur, résidant à Mbandaka, à Kinshasa et partout ailleurs, de garder une minute de silence. Merci. En mémoire de nos frères et sœurs qui sont tombés, je pense qu'il y a trois problèmes. Le premier problème est la gestion de l'université. L'institut l'USTEM, Institut technique, Institut supérieur technique médical, est dirigé par un fils de Biko, le professeur Bokenga Faustin. Lui, il est le président des syndicats de professeurs de l'Équateur. Il a participé dans toutes les négociations de l'université et les gouvernements. Il sait tous les enjeux. Et au moment qu'il y a 2 semaines seulement, ils ont levé la grève. Et pendant que les étudiants sont préoccupés aux examens de 2e session et à la libération des examens, lui, il fixe le coût de Minerval. Et pourtant, le gouvernement a vraiment augmenté leur salaire de $3 000 pour le professeur émérite et le professeur associé à 2 000. Ils avaient le même salaire, mais le régime passé le payait au taux de 900 francs. Et ce qu'eux appelaient le manque à gagner. Aujourd'hui, Fatih Béton, le pays au taux du jour, je crois $3 000, le salaire est passé de 2 700 à 6 millions de francs congolais. Donc ici, il n'y a pas de raison d'augmenter encore les frais académiques. Puisqu'ils ont un bon salaire. Et si les 500 000 francs congolais qu'ils font payer aux étudiants, maintenant ils passent de 500 000 francs congolais à 1 million de francs congolais. C'est horrible, c'est injustifié. C'est pour ça que les étudiants ont marché et ont fait du vandalisme. C'est dont nous condamnons. Donc, pour cette question, le professeur avait-il négocié avec les étudiants? Donc, s'il n'avait pas négocié avec les étudiants, il faut des sanctions exemplaires au professeur, au DG de l'ISTEM Mbandaka. Dans un autre chapitre, au total, 320 Kuluna, dont 120 de Kinshasa, descendent du Congo central, ont été acheminés ce mercredi 13 avril 2022 à l'aéroport international de Njili par le service national pour être formés et orientés à amorcer de métiers tels que la maçonnerie, la menuiserie et les travaux champêtres afin qu'ils soient utiles à la nation congolaise. Un reportage de Karine Bébé rendu par Nancy Ileka. À
l'initiative du service national piloté par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, la 8e BAD de l'expédition des délinquants Kuluna Kanyamaka CC dans la province de Olomami a eu lieu ce mercredi 13 avril 2022. Ces Kuluna, 120 recrutés à Kinshasa et 200 dans le Congo central, vont être formés dans ce centre du service national puis orientés dans divers domaines comme la maçonnerie, la menuiserie et les travaux agricoles. Je vous l'avais annoncé il y a quelques temps que l'objectif que nous avions était d'éradiquer, non pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais sur l'ensemble du territoire national, ces phénomènes de turbulences, de désordres, de jeunes désœuvrés dans différentes villes. Et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement la ville de Kinshasa qui est concernée, mais aussi la province du Congo central. Je vous annonce déjà aussi que dans les jours qui viennent, nous allons mener la même opération dans la province du Kasaï central, à Kananga, où nos équipes sont déjà sur place. Et cette opération concerne les jeunes qui ont servi autrefois dans le mouvement insurrectionnel appelé Kamwina Sapu. Ils sont déjà en train d'être identifiés et au plus tard la semaine prochaine, ils seront aussi évacués vers Kanyamaka CC. Une initiative louable, à en croire le général Silvano Kassongo, commissaire provincial de la police ville-province de Kinshasa. Mais la mission de la police, c'est de traquer les inciviques. C'est notre travail quotidien. On va continuer à traquer tous les inciviques et les mettre au détail de nuit. On ne va pas se fatiguer, on va se fatiguer comment? C'est ça notre travail. C'est un devoir sacré. Écoutez, ces colons habitent dans la population, non? C'est la population qui est complice. Parce que la population doit dénoncer. Les chefs de quartier, les chefs d'avenir, les notables et tous les autres citoyens. Si la population ne dénonce pas, la police fait ce qu'elle peut faire. Un motif de satisfaction pour le général Placide Niembo, chef de la police dans la province du Congo central. Chez nous, mission égale moyen. Lorsque l'autorité s'implique, donne les moyens, le travail se fait. Et c'est ce qui est arrivé au Congo central. Le gouverneur nous a donné les moyens, nous nous sommes mis au travail. Là, nous avons amené 200 Kuluna que vous avez vus, qui viennent de s'envoler pour Kanyamaka CC. Coup de chapeau donc au service national pour le travail remarquable réalisé en faveur de la population congolaise qui est quotidiennement victime de l'insécurité causée par ces hors-la-loi. Après l'appel de la hiérarchie militaire aux jeunes filles de venir servir sous les drapeaux, plus de 643 nouvelles recrues venues de différentes provinces de la République démocratique du Congo ont répondu présent et ont débuté leur formation au centre de Kitona. Le chef de département entraînement à l'état-major général, le général de brigade Chechi Mayou Justin, a tenu une causerie morale à leur intention. Regardez. Répondant à l'appel de la hiérarchie militaire d'encourager les recrutements de la gente féminine au sein de l'armée, les jeunes filles venues des coins et recoins de la RDC sont plus que déterminées à servir sous les drapeaux. Raison pour laquelle le général de brigade Cheshima Justine, chef de département training à l'état-major général de FARDC en mission à la base de Kitona, a effectué une visite de travail au centre d'instruction de Kitona le lundi 11 avril 2022 pour s'enquérir de la situation de l'encadrement de plus de 643 jeunes filles recrutées récemment au sein de FARDC pour la session de formation de cette année en cours. Bien avant, elle a rendu une visite de courtoisie au commandant de la base militaire de Kitona et commandant place ville de Mwanda, le lieutenant général Yulunga Kampete. Juste après, le général Chechi a échangé avec le commandant du centre d'instruction de Kitona, le colonel Botefa Botamba Patrick, qui lui a présenté les points de situation de ces nouvelles recrues qui sont au stade de formation militaire de base. Occasion faisant les larrons, le chef de département d'entraînement l'état-major général s'est entretenu le même lundi avec les cadres et encadreurs de ces nouvelles recrues, composées en majorité des personnels militaires féminins. Elle a à cet effet donné des directives et orientations à ces dernières pour le bon encadrement de ces recrues et les a appelées au respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire, du droit de la femme, en tenant compte de la résolution 1325 de l'ONU. C'est mardi 12 mars 2022, le général Chechi a tenu une causerie morale à l'intention de ces jeunes filles venues servir la nation, au cours de laquelle elle a prêché l'observation de la discipline et au respect des cadres.
ndenge boza na bango awo na baoyo batikali kuna baza bamama na bino te okobenga ye mama te okobenga ye na pete banda koyekola pete ya cadre mama aza te papa aza te tantine aza wa te boyeba discipline boyebi discipline elobi nini soki balobi lelo bokolala na se ya mbula bokolala na se ya mbula totambola tokende botamboli bokende consigne nazotika osali mbeba otranspire na moni. Ces nouvelles recrues qui sont au stade de formation militaire de base ont exécuté devant les autorités les démontages et remontages des campagnes des armées AK-47. Gouvernement Sama Lukonde, une année déjà depuis sa nomination. Alors comment les Kinois jugent ce gouvernement dit des Warriors? En tout cas, Émile Mouyaya a tendu les micros à certains Kinois au centre-ville. Suivez. Le Premier ministre et ses 56 membres du gouvernement sont au pouvoir depuis une année. Que les regards, les Kinois portent sur le gouvernement dit des Warriors. Le gouvernement Sama Lukonde, c'est un gouvernement qui a de bonnes intentions, mais il y a des choses que moi personnellement je reproche au gouvernement Sama Lukonde du fait qu'il y a une certaine mollesse. Il y a une certaine mollesse dans l'accomplissement de la vision des chefs de l'État. Par exemple, il y a le projet Zéro Trou. Si vous remarquez très bien, il a fallu que le président de la République donne un peu de tonus, il a fallu un peu qu'il parle. Regardez un peu la situation de Matadi Kibala. Le président de la République avait parlé que ce marché pirate-là soit fermé hermétiquement. Mais qu'est-ce que le Premier ministre a fait? C'est quand le président de la République parle, quand il donne une vision, lui il reste derrière pour la réalisation. Le président ne viendra pas encore derrière pour voir, non voilà, je suis en train de parler pour tel ou tel cas. Mais lui il est là, il le fait quoi? C'est pour l'accomplissement de la vision des chefs de l'État. C'est en ce sens-là qu'on est en train, personnellement moi, de dire qu'il y a une certaine mollesse. Il a de très bonnes intentions, en les regardant, il peut faire mieux. Mais nous les demandons d'agir un peu plus, de faire un peu plus, d'être un peu souple. La politique appartient aux plus rapides. Alors, si vous prenez assez du temps, on va vous balayer. Et le peuple attend manger et boire. Regardez la situation Chinchard. Il devait veiller à ça. Il devait veiller à ça, mais tellement qu'il y a un peu de mollesse, il s'est laissé rouler par le ministre dessus. Il s'est fait rouler parce que il s'est fait rouler parce que c'est lui qui devait veiller, voir si ce que le ministre a dit était vrai ou faux. Voilà maintenant que nous avons un problème avec les Chinchards sur la ville de Kinshasa. Ça fait partie des choses que nous reprochons au gouvernement Sama. En tout cas, chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi. Mais quand on revoit le Conseil des ministres Bokota, chaque vendredi, si peut-être un rapport ou un rapport. Bon, une année à Premier ministre Sama Lukonde, bilan à Bango est négatif. Bilan est négatif parce que biso petit peuple to se retrouver des gens Sama Lukonde aza muto na gouvernement na ye a obimisa chef de l'État n'échec makasi. Chef de l'État na souci mboka est avancé mais bato yo ya travailler na bango premier ministre gouvernement na eza malamu te. Omoni na ko pesa exemple mo mukie biso ne to pesa pouvoir mais so to pesi bango pouvoir bakei babosa na biso makasi ndeko nanga mais ces journalistes babosa na biso makasi citation to le kanango lelo soki aux alliés to benga Kinois te aux ana ba problème makasi wano oyiba bloka batu surtout biso to ba parents to boti bana to ba ba jeune bango pe ba lo ba mingi sur jeunesse mais jeunesse ango to za abandonné parce que souffrance eleki mingi. C'est le 24 avril 2021 que le gouvernement Sama Lukonde a été investi. Un gouvernement qui fait face à la Covid-19, mais aussi à la guerre russo-ukrainienne.
Et puis ces communiqués de la Commission électorale nationale indépendante CENI, il circule sur les réseaux sociaux un faux communiqué d'appel d'offres attribué à la Commission électorale nationale indépendante CENI. À ce sujet, les rapporteurs de la centrale électorale, Patricia Nteya, attirent l'attention de l'opinion publique que ces communiqués est un fake news. Autre détail de ces communiqués avec Nadine Tchochigombo. La Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion publique qu'elle est à nouveau saisie de la circulation sur les réseaux sociaux d'un faux communiqué de presse numéro 010/CENI/2022 relatif au recrutement général à la CENI. Ce faux communiqué de presse fait état d'un avis imaginaire d'appel à candidature numéro 004/CENI/Bureau/2022 du 2 avril 2022 pour le recrutement des secrétaires exécutifs provinciaux SEP, des directeurs d'opération, des directeurs informatiques, des directeurs logistiques, des secrétaires techniques et des opérateurs de saisie. Par ailleurs, ce faux communiqué de presse oblige les intéressés à envoyer leur dossier par mail ou à contacter un faux numéro attribué au cabinet du président. La CENI attire l'attention de l'opinion publique que le communiqué décrit ci-dessous et qui circule sur les réseaux sociaux n'est pas authentique. C'est un faux document, fake news. La population est invitée à ne pas accorder crédit à ce communiqué et aux arnaqueurs qui cherchent à escroquer les paisibles citoyens. La Commission électorale nationale indépendante invite une fois encore la population congolaise à la vigilance et à dénoncer auprès des services compétents quiconque s'adonnerait à la circulation de telles fausses informations sur toute l'étendue du territoire national. Ce communiqué est signé Seya Moulela Patricia, rapporteur. Les partenaires mondiaux de la vaccination contre la COVID-19, parmi lesquels l'Organisation mondiale de la santé OMS et l'UNICEF, ont été reçus par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, dans son cabinet de travail. Cette délégation a plaidé pour l'accélération de la vaccination en République démocratique du Congo. On écoute les chefs de la délégation, Ted Charban, au micro de Nancy Ileka. Je m'appelle Ted Charban, je suis le coordonnateur mondial pour la vaccination contre la COVID-19. Nous avons rencontré son Excellence le président du Sénat, premièrement pour apprécier le leadership de la RDC dans la lutte contre la COVID-19, d'assurer le président du support des partenaires quand il s'agit de la campagne contre la COVID-19 de vaccination qui va débuter, qui cible 11 millions de Congolais d'ici le mois de juin, et de demander son support, le support du gouvernement pour continuer à mettre en phase sur la vaccination contre la COVID-19, y compris la ratification de certains dossiers devant le Sénat pour appuyer cette campagne. En l'occurrence, la signature de plusieurs agréments entre la Banque mondiale et le gouvernement de la RDC sur un montant de 200 millions de dollars qui pourront aider à accélérer la vaccination contre le Covid en RDC. Une page nécrologique dans ce journal. Décédé le samedi 12 avril 2022, plutôt 12 mars 2022 à Irvine, aux États-Unis d'Amérique, le sénateur Umbadi Lutete a été porté en terre samedi 9 avril 2022 aux États-Unis. À Kinshasa, les obsèques ont été organisées par l'honorable Eva Mwakassa à la concession Bel Air. Une messe a été dite en la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Un reportage de Nadine Tchochigombo et Niwapezo. Né le 30 juin 1939 à Kangulukula, au Congo central, le sénateur honoraire Umbadi Lutete Jean Théodore s'est éteint à Irvine, aux États-Unis d'Amérique, loin de sa terre natale.
À Kinshasa, l'illustre disparu a eu droit à des obsèques dignes de son rang. Du recueillement à la résidence de son jeune frère, à la messe de requiem dite en sa mémoire à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala, plusieurs personnalités politiques, notamment le président de l'Assemblée nationale, le DIRCAB du chef de l'État, les députés et sénateurs, lui ont rendu des hommages mérités. Maintes fois promu à de hautes fonctions d'État, Oumba Dilou Tété fut un modèle pour beaucoup de ses compatriotes. Des vibrants témoignages ont été rendus en sa mémoire. À telle enseigne que lorsqu'il rentrait de ses nombreux voyages à l'étranger, il n'hésitait pas à distribuer des cadeaux aux parents, aux amis, aux frères. Mais ce qui m'avait le plus touché en lui, c'est qu'il reconnaissait d'abord les mamans. Il amenait des cadeaux aux mamans, à nos mamans. Parce que, disait-il, ma mère, c'est elle qui m'a élevé. L'intégrité et le patriotisme ne peuvent pas faire l'objet de doutes. Voilà les deux valeurs qui m'ont marqué dans la vie du sénateur Oumba Dilou Tété. L'intégrité qui est une propriété intérieure et un patriotisme très élevé. L'honorable Eva Mwakassa a, au nom de sa famille, remercié toutes les personnes qui les ont soutenues pendant cette dure épreuve. Que Oumba Dilou Tété, Jean Théodore, pour moi et mon grand frère Valère, parce qu'il n'avait que deux frères, deux petits frères, pour nous deux donc, c'est une bénédiction divine. En 1962, lorsque notre mère meurt, le grand frère Oumba Dilou Tété ne pouvait pas venir au funérailles parce qu'il devait passer ses examens. Et comme l'honorable Silvangi l'a dit, c'est notre maman qui vendait de beignets pour que le grand frère Oumba Dilou Tété puisse étudier. Et donc, quand maman est morte, il ne lui restait plus que deux êtres chers, c'est-à-dire mon grand frère Valère et moi. Alors, en ce moment-là, imaginez-vous qu'un étudiant puisse passer ses vacances, aller travailler dur, pour que moi et mon grand frère nous puissions vivre. Donc, pour nous, du jour au lendemain, en dehors de nos frontières, pour terminer, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement ce mercredi 13 avril 2022 lors du Conseil de ministres tenu par le président Hassan Ouattara. Suivez. C'est à l'ouverture du Conseil de ministres de la Côte d'Ivoire que le Premier ministre Patrick Achi a remis sa démission au président Alassane Ouattara. Une démission qui intervient un an après sa prise de fonction en mars 2021, confirmé chef du gouvernement après la mort d'Ahmed Bakayoko. Patrick Achi, le désormais Premier ministre, est âgé de 66 ans. Notez que le prochain chef du gouvernement ivoirien devrait être connu dès la semaine prochaine et aura pour mission de mettre sur pied un exécutif resserré d'une trentaine de membres. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de votre attention accordée. Je vous retrouve prochainement, mais d'ici là, restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision. Au revoir.